Et dans un peu plus d'une heure, nous aurons la première estimation de ce premier tour de l'élection présidentielle. Nous avons vécu une campagne électorale exceptionnelle. BFM TV, la chaîne de la présidentielle, a mis en place donc du coup un dispositif aussi exceptionnel pour vivre cette élection reine pour les Français. Un chiffre ce soir, celui de l'abstention, estimation à 20h, donné par notre partenaire ELAB. Donc pour BFM TV, 20% d'abstention, estimation donc donnée par ELAB. Tout de suite, nous allons regarder ce qui se passe dans les différents quartiers généraux avant de continuer de prendre le pouls de cette France qui continue de voter. Et c'est Mathieu Coache que nous retrouvons en direct pour BFM TV. Il va suivre la soirée auprès du candidat le plus atypique de cette élection présidentielle, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Mathieu, avec quel dispositif prévu pour Emmanuel Macron ce soir ? Eh bien, Emmanuel Macron est arrivé à son quartier général. Son heure d'arrivée a été retardée plusieurs fois. Et finalement, il est arrivé à 18h30, juste avant une réunion de travail avec son équipe de campagne. Emmanuel Macron qui va être entouré ici au QG d'une 50aine de personnes. Son épouse, évidemment, son équipe de campagne, quelques élus, des membres de son comité politique. Richard Ferrand, le secrétaire général du mouvement En Marche. Gérard Collomb, le maire de Lyon, qui était aussi un de ses premiers soutiens. On a aussi vu l'avocat Jean-Pierre Mignard ou encore la secrétaire d'État Barbara Pompili, François Bayrou qui est également au QG en ce moment pour entourer le candidat qui va attendre ici à son QG, dans son bureau au 6e étage, les résultats à 20h. Et ce ne sera seulement qu'après l'annonce de ces résultats qu'il se rendra porte de Versailles où il y a beaucoup plus de monde à l'heure où je vous parle. Porte de Versailles où l'équipe d'En Marche a vu les choses en grand avec un hall du parc des expositions réservé pour l'occasion. Emmanuel Macron qui s'y rendra donc après 20h et qui devrait parler, si tout se passe comme prévu, vers 21h. Voilà, Mathieu Coache donc pour le quartier général d'En Marche, là où ce soir sera Emmanuel Macron. On parlait à l'instant de cette abstention. Bernard Sananès, un mot quand même sur ces 20%. Est-ce que vous êtes étonné ou pas, ou est-ce qu'on pouvait penser à une plus importante mobilisation de la part des Français pour ce scrutin 2017 ? Non, j'allais dire que 20%, c'est une abstention moyenne, médiane, sous la Ve République, et qu'on avait bien vu en fin de campagne qu'il y avait un certain nombre d'électeurs qui nous disaient, quand on leur posait la question sur une échelle de 0 à 10, eh bien on en avait à peu près 71% qui mettaient la note 10 et 12% qui mettaient la note 9. Eh bien on voit bien que dans les derniers jours de campagne, sans doute à cause de l'indécision entre les premiers candidats dans les sondages, sans doute aussi par la dramatisation de ces dernières journées, eh bien il y a eu un vote qui a permis de s'inscrire aujourd'hui dans une participation qui n'atteint pas les records, notamment celui de 2007 dans un passé récent, mais qui dépasse très nettement la participation de 2002 qui avait été la plus basse, on s'en souvient. Et justement, les bureaux de vote viennent de fermer, il est 19h01. Dans les grandes villes, ils fermeront dans 1 heure à 20h, heure à laquelle nous aurons donc première estimation de ce premier tour de l'élection présidentielle. Des images en direct, celle du dépouillement qui a commencé du côté d'Hénin-Beaumont. Nous sommes dans le nord, Hénin-Beaumont, où Marine Le Pen s'est ancrée ce soir pour cette soirée électorale. Nous y retrouvons Néla Latrousse en direct pour BFM TV, avec les écrans qui sont tous allumés, une partie des sympathisants du public qui est d'ores et déjà présent pour une soirée très importante ce soir. Les partisans, vous le dites, d'ores et déjà présents. Et puis surtout, Marine Le Pen, qui est arrivée aux alentours de 18h45. Elle est en loge, arrivée en voiture, en trombe, escortée de motards. Derniers instants de repos, de calme en loge pour elle. Derniers instants sans beaucoup de monde autour d'elle. Ses lieutenants sont actuellement dans la salle derrière moi en train de répondre à la presse étrangère. Alors pourquoi la presse étrangère ? Parce qu'on le rappelle, nous avons des restrictions, ne pas entendre les partisans, les lieutenants avant 20h, avant la fin du processus électoral, avant la fermeture de l'intégralité des bureaux de vote. Ses proches, elle a déjeuné avec eux juste après son vote, 11h précises comme à chaque scrutin. Après, elle a pris connaissance des premiers chiffres, l'abstention et notamment l'abstention à 17h ici dans le Pas-de-Calais, 69,75% de participation à 17h, ce qui veut dire un peu moins de 30%, un peu plus de 30% d'abstention, aux chiffres dont les équipes des candidats ont pu avoir connaissance, comme toutes les équipes des candidats, pas seulement ceux de Marine Le Pen. Eh bien, c'est les chiffres dans les Outre-mer, les chiffres dans les
bureaux de vote où le scrutin est déjà clos, comme les bureaux de vote à l'étranger. Cela donne une indication sur des dynamiques. Cela évidemment ne permet pas forcément de préjuger de l'issue du scrutin. À l'heure actuelle, Marine Le Pen en loge, elle met la main à son discours, elle met les toutes dernières touches, elle le prononcera derrière moi à ce pupitre que vous voyez peut-être à 20h précise, une fois qu'elle aura pris connaissance des résultats officiels. Donc ce soir, point de focalisation de cette élection présidentielle. Hénin Beaumont, Néla Latrousse en direct pour BFM TV. Le 15e arrondissement parisien aussi. Nous allons y retrouver Jérémy Brossard. 15e, quartier général de François Fillon, qui est déjà sur place. Jérémy, entouré de bon nombre de soutiens de la famille Les Républicains, pour une soirée importante aussi pour le candidat dont la campagne aura été, s'il est besoin de le rappeler, marquée par les affaires. Oui, les soutiens qui ont commencé à arriver ici dans le 15e arrondissement de Paris. On a vu notamment Gérard Larcher ou encore Jean-François Copé, Nathalie Kosciusko-Morizet. Il s'installe au 5e étage. Ici, nous sommes au 2e étage. C'est là que la presse a pris place. On va vous montrer ça avec Dominique Le Picard. Vous voyez notamment les télévisions venues notamment du monde entier, de Chine, d'Égypte ou encore de Russie, qui sont ici dans ce 2e étage pour couvrir cette élection. Il reste une heure maintenant avant les tout premiers résultats. Et puis au fond, vous voyez, il y a également les radios qui sont installées pour faire vivre au mieux cette soirée électorale. François Fillon, lui, devrait quitter son domicile parisien du 7e arrondissement dans les toutes prochaines minutes. Il est attendu ici, à son QG, mais au 5e étage, là où il va retrouver les soutiens qui commencent à arriver. C'est au 5e étage qu'il va attendre les remontées des résultats, découvrir ses premiers résultats. Une fois qu'ils seront consolidés, il redescendra dans les étages pour faire sa déclaration. On ne peut pas vous donner évidemment d'horaire, ça va dépendre des résultats clairement, mais il s'exprimera une fois évidemment que tout sera consolidé. Voilà pour le programme. On attend ici donc un peu plus d'une heure maintenant avant les tout premiers résultats de ce premier tour. Jérémy Brossard, donc, est au quartier général de François Fillon pour nous décrire donc le dispositif du 15e arrondissement parisien. On se déplace du côté du 10e, le café, le restaurant ce soir où Jean-Luc Mélenchon réunit ses partisans, ses proches, s'appelle le Bellucci's, et nous y retrouvons Camille Anglade en direct pour BFM TV. Déjà beaucoup de monde sur place. Oui, vous voyez une petite foule compacte ici qui commence à se masser dans ce bar proche de la gare du Nord. Sur ces images de Brice Petit-Fils, foule compacte. Il y en a aussi dehors beaucoup des militants de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise dehors dans cette rue de Dunkerque qui est bloquée pour des raisons de sécurité, dispositif de sécurité particulièrement important aux abords de ce QG de Jean-Luc Mélenchon. Il est arrivé aux alentours de 18h30, le candidat de la France Insoumise, à l'abri des regards par une porte dérobée, et depuis il est retranché au sous-sol de ce bar, entouré de son équipe restreinte. Il y a son directeur de campagne, Manuel Camille, priorité au direct. Désolé de vous interrompre. François Fillon est en train de quitter son domicile, monte dans sa voiture comme vous le voyez, et il va maintenant gagner le quartier général, le 15e arrondissement, pour passer cette soirée où, nous l'expliquions, un bon nombre de responsables des Républicains sont déjà arrivés sur place. Donc François Fillon avec une campagne à nul autre pareil. Anna Cabana, jamais on a eu un candidat sorti tel qu'il est sorti, brillant vainqueur des primaires, ensuite tout de suite rattrapé par les affaires, et une campagne qui aura été rythmée par les révélations des différents confrères. C'est une campagne effroyablement romanesque et avec une dimension dramatique à nul autre pareil. C'est incontestable. Et si vous voulez, c'est pour ça que l'issue de ce premier tour pour François Fillon ce soir, elle est particulièrement cruciale, parce que son avenir en dépend à tous égards. Donc il y a un enjeu, si vous voulez, autour de sa qualification, de sa non-qualification pour le deuxième tour qui est capital. Ouais. La fébrilité, si vous voulez, dans son entourage et dans sa garde rapprochée aujourd'hui était absolument inouïe. Donc on a véritablement un enjeu, si vous voulez, au sens de la dramatique dans ce scrutin autour de Fillon. C'est véritablement le fait majeur de cette campagne électorale, Routel Krief, selon vous. C'est dans la campagne de François Fillon, oui. Et On sait que François Fillon, en sortant de la primaire, avait
de très grandes chances d'arriver. Il figurait parmi les favoris. Et sa campagne, effectivement, marquée par les révélations, par des incompréhensions sur son programme ou en tout cas des évolutions, ont fait qu'aujourd'hui, c'est une des grandes questions de ce scrutin, certainement, avec à la clé son destin personnel, c'est-à-dire son maintien ou son retrait de la vie politique, son maintien au deuxième tour et donc peut-être à la victoire, ou au contraire une forme de sortie éventuelle. Donc je suis d'accord avec Anna, c'est vraiment très, très dramatique au sens premier pour François Fillon ce soir. Il reste où il sort, et sans doute il sort pour un moment ou pour toujours. Ouais. On se souvient qu'au sein de sa propre famille, beaucoup avaient appelé à son retrait, avant finalement de dire qu'il n'y avait pas de fameux plan B. Et puis on a une famille donc des Républicains qui s'est ensuite déchirée, et même d'autres candidats qui ont dit on ne peut plus faire campagne à cause de ce qui se passe autour de François Fillon, Christophe Barbier. Oui, c'est une campagne qui a été enlisée, paralysée, pétrifiée par l'affaire. C'est une campagne où à la fois François Fillon a montré beaucoup d'endurance parce qu'il n'a pas craqué, alors que les pressions en effet étaient multiples, et où son électorat a montré un certain esprit de résistance, puisque jamais dans les sondages il n'est tombé en dessous d'un certain seuil, en dessous d'un certain socle. Il a expérimenté le noyau dur, et de ce côté-là, ça lui a permis quand même de jouer jusqu'au bout sa partie. Donc on verra ce soir de quel côté ça tombe, et sans doute qu'une défaite lui serait fatale, mais il aura réussi jusqu'au bout à faire croire quand même en ses chances. Hervé Gattegno. Les affaires ont contribué à donner à cette campagne un ton, un climat, une lourdeur qui était évidemment complètement atypique sous la Ve République. Et probablement que c'est à cause de cette période de la campagne qu'on a longtemps pensé que peut-être on atteindrait un record d'abstention au moment du premier tour. On voit aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Et si finalement, à la fin de cette campagne très exceptionnelle, on se retrouve avec un taux de participation finalement relativement ordinaire, c'est peut-être parce que les Français ont finalement compris que derrière la question des affaires et de la probité qui reste évidemment très importante et même essentielle pour désigner un dirigeant dans une grande démocratie, il y a aussi le moment du choix entre des politiques qui sont clairement affirmées et qui sont clairement différenciées, probablement plus que jamais dans une élection présidentielle. Les Français n'ont eu le choix entre des politiques et des personnages aussi distincts, aussi dissemblables, et probablement que cet effet-là a pu peut-être compenser le côté un peu malsain de cette campagne que je décrivais tout à l'heure. Carrément, vous dites côté malsain. Pour vous, oui, c'est l'adjectif qui convient durant cette campagne électorale. Qui était assez malsain, qui était un peu répulsif pour les électeurs, je le crois. Un moment où beaucoup de citoyens français ont trouvé que si cette campagne tournait essentiellement autour des scandales politiques, eh bien, on n'arriverait pas à avoir les vrais débats. Je crois que finalement, les Français ont eu néanmoins les vrais débats. Puisque vous parliez de cette cristallisation, nous parlions de cette cristallisation autour de François Fillon durant la campagne. Comment est-ce que l'opinion publique, et je me tourne vers vous, Bernard Sananès, a évolué dans ce contexte? Bien, François Fillon est, au sortir de la primaire, donné comme le favori de cette campagne électorale. Et puis, dès le mois de janvier, il subit un premier recul avec les débats sur son programme. Puis, bien sûr, on l'a dit, avec les révélations du Canard enchaîné, un deuxième recul. Et puis, c'est vrai que c'est intéressant, c'est de voir que le socle électoral de François Fillon ne l'a jamais lâché. Comme disait Christophe, même dans la tourmente, ce socle est resté autour de lui. Mais c'est un socle qui a été nettement inférieur à celui, par exemple, qu'avait Nicolas Sarkozy en 2012. Dans les derniers jours de campagne, on voyait une légère remontée de François Fillon et on voyait un arbitrage qui se faisait et qui variait d'enquête à enquête entre les électeurs qui se portaient vers Marine Le Pen ou vers François Fillon ou vers Nicolas Dupont-Aignan. Et ce sera sans doute une des clés du score de François Fillon ce soir, de voir où cette indécision entre ces différentes familles de la droite et plus largement du parti du Front National se sont finalement stabilisés dans les votes. Donc François Fillon en route vers son quartier général. Vous avez vu les caméras de BFM TV qui sont auprès de son véhicule. François Fillon qui ne s'adressera pas, Ruth Elkref, nous le rappelions, directement ce soir à ses sympathisants. Il s'adressera via les caméras, mais pas celles de BFM TV. C'est-à-dire que lui sera à un étage, ses partisans à un autre. Il a choisi ce mode de retransmission une fois les estimations connues. Oui, il faut dire que François Fillon, d'une certaine façon, est arrivé pour la première fois sur le devant de la scène à l'occasion de cette présidentielle. Il a été Premier ministre, c'est quelqu'un qui est depuis 36 ans dans la vie politique. Il l'a très
souvent répété, mais en même temps, c'est la première fois qu'il est en première ligne. Et donc les Français l'ont découvert aussi d'une certaine façon pendant la primaire, ensuite pendant sa campagne, à l'occasion de ses affaires et avec les images et contre-images qui y ont pu être données. Ensuite, effectivement, par une forme de résistance à la tempête qui a été extrêmement violente. Donc c'est vrai que en plus à la fin, il y a eu cette affaire des menaces terroristes. Donc il y a tout autour du personnage de François Fillon, de ses relations dans sa propre équipe, des gens qui ont quitté son staff de campagne, mais qui ont maintenu évidemment leur soutien à la famille politique et aux candidats, une atmosphère très particulière et qui n'était absolument pas prévisible, alors que au moment je me souviens très bien, au moment de la primaire de la droite, on avait cette atmosphère de la volonté d'alternance des électeurs et une forme d'écriture un peu à l'avance au mois de novembre de ce qu'allait être le résultat de cette présidentielle. Or non, rien ne s'est passé comme prévu et donc évidemment ce soir, c'est une des grandes inconnues de ce scrutin. Est-ce que François Fillon sera au deuxième tour? De quelle façon y sera-t-il ou pas? Quel sera l'avenir de sa famille politique s'il y est ou s'il n'y est pas? Quel est aussi derrière cela le sort qui est réservé à celui qui sort de la primaire? Est-ce que c'est le mode de scrutin qui sera perpétué pour désigner le candidat ou pas? Il y a de très nombreuses questions autour du sort de François Fillon ce soir. Justement, on attend François Fillon à son quartier général, dans le 15e arrondissement, où le dispositif est déjà en place. Jérémy Brossard, tel que vous nous l'avez décrit il y a quelques minutes. Oui, on n'en perd pas une miette. Je peux vous dire qu'ici au QG, on est en train de voir l'arrivée, la progression de François Fillon dans Paris jusqu'à son QG parisien. C'est une question de minutes maintenant. Il va rejoindre le 5e étage de cet immeuble parisien. C'est là que se trouve son bureau et c'est là qu'avec ses principaux soutiens, il va attendre les tout premiers résultats. On a vu arriver plusieurs personnalités de la droite et du centre, Gérard Larcher, Jean-François Copé pour ne citer que. Voilà, ils seront retranchés au 5e étage pendant plusieurs minutes, en tout cas le temps que les résultats soient consolidés. Ce n'est qu'une fois ces résultats connus, certains, que François Fillon redescendra au premier étage. Ici nous sommes au 2e étage où toute la presse est réunie. Il se rendra au premier étage pour faire cette déclaration. Donc on ne sait évidemment pas à quelle heure il prendra la parole. Ça dépendra évidemment des résultats, de l'écart. Il faudra peut-être un peu de temps pour qu'il y ait un résultat qui soit certain. En tout cas, c'est le dispositif qui a été voulu par l'équipe de campagne de François Fillon. Pendant un temps, il a été question de faire cette soirée électorale à la Porte Maillot, dans une salle du Palais des Congrès. C'est là que François Fillon avait terminé sa campagne lors de la primaire de la droite et du centre à la fin de l'année dernière. Mais pour des raisons, on va dire, de pragmatisme mais aussi de sécurité, on a préféré le quartier général parisien dans le 15e arrondissement, plus facile à sécuriser. Et c'est vrai que la rue est complètement bouclée devant ce QG. Il y a des quarts de gendarmes, de policiers, des portiques, des détecteurs de métaux également, voilà, pour s'assurer qu'en termes de sécurité, tout se passe bien ici ce soir au QG de François Fillon. D'accord, QG de François Fillon, dispositif tel qu'il a été décrit par Jérémy Brossard. Et à l'extérieur, c'est Jean-Rémy Baudot qui nous fera vivre cette arrivée en direct, sachant que on suit la voiture qui est maintenant à quelques encablures du 15e arrondissement, de ce quartier général, où bien sûr le dispositif de sécurité est en place pour accueillir l'ancien Premier ministre. Je ne sais pas si on peut déjà aller voir Jean-Rémy Baudot pour avoir une idée de l'état d'esprit et de l'effervescence qui règne autour de ce quartier général où l'on attend le Premier ministre, que l'on voit dans l'ancien Premier ministre, que l'on voit dans sa voiture et protégé bien sûr par un service de sécurité. Jean-Rémy Baudot. Oui, là, on est dans la rue du QG de François Fillon qui devrait arriver dans quelques instants. Vous me demandiez l'ambiance ici, c'est une ambiance extrêmement sécurisée. Il y a, pour tout vous dire, beaucoup plus de journalistes que de badauds qui attendent le candidat Les Républicains. Tout se passe en réalité là où Jérémy Brossard se trouve, à l'intérieur de ce QG. Et ici, tout le monde attend un peu fébrilement l'arrivée de François Fillon. C'est vrai que les soutiens, les principaux ténors arrivent au fur et à mesure par cette montée dans cette rue, mais pour l'instant, évidemment, tout le monde attend François Fillon. On vous fera vivre cette arrivée, évidemment, en direct sur BFM TV. Donc nous sommes
au cœur du 15e arrondissement, à proximité donc du quartier général de François Fillon, dont on attend l'arrivée immédiate. Quel est l'état d'esprit du candidat à Anna Cabana, vraiment de François Fillon et de sa garde rapprochée des gens qui l'entourent? Dans quel état d'esprit sont-ils au cours de ces dernières heures? Alors, je peux vous dire, c'est pas le même état d'esprit autour de François Fillon dans sa garde rapprochée et lui-même. Lui-même, il a un état d'esprit de résistance. C'est-à-dire que jusqu'au bout, François Fillon, il a voulu y croire, alors même que il a été lâché. On va même pas revenir sur les lâchages autour de lui. Il a été moqué, il a été conspué, la tourmente, si vous voulez, qui a entouré sa candidature depuis la fin du mois de janvier. Et malgré tout, et peut-être même à cause de ça, si vous voulez, il y a quelque chose de belliqueux, de tenace et de jusqu'au boutiste qui a habité François Fillon. Et donc, il y en avait un qui, jusqu'au bout, a voulu, mais dur comme fer, croire en sa qualification pour le deuxième tour, c'est François Fillon. C'est pour ça, si vous voulez, qu'il y a quelque chose de véritablement... Enfin, il y a une intensité dramatique très particulière, très singulière, qui est relative à sa qualification ou non pour le second tour, parce qu'il a voulu y croire en s'accrochant à ça comme finalement à ce qui lui restait. C'est capital pour lui plus que pour aucun autre. C'est comme ça qu'il le vit. Vous me demandez son état d'esprit. Oui, bien sûr. Et puis, donc on suit les derniers mètres de la voiture de François Fillon qui approche donc de son quartier général. Nous y serons dans un instant en direct. On va y retrouver Thomas Soulier d'ailleurs tout de suite pour BFM TV, le temps que Thomas se connecte. Et on retiendra aussi... Derrière la personnalité de François Fillon, il y a l'avenir de la famille politique. C'est très important. Encore une fois, dans cette campagne, on va se poser des questions et voir la réponse après les résultats sur les candidats issus des primaires, les candidats issus des partis et ceux qui sont sortis d'autres, qui viennent d'autres horizons. En tout cas, les candidats issus des deux partis qui ont dominé la vie politique jusqu'à aujourd'hui et ceux qui sortent d'autres partis politiques. Thomas Soulier, l'arrivée en direct de François Fillon. Thomas, on a vu la voiture s'engouffrer dans le parking. C'est une voiture de sécurité. François Fillon devrait arriver d'ici quelques minutes. Hein. Thomas Soulier, que l'on va retrouver, lui, en direct, du quartier général de Benoît Hamon. On vit le direct, hein, donc nous sommes maintenant à combien? Un petit peu plus d'une demi-heure, 40 minutes des estimations du premier résultat. On va d'un quartier général à l'autre. L'arrivée de François Fillon est beaucoup plus calme. Le quartier général de Benoît Hamon, où nous retrouvons Thomas Soulier et Benoît Hamon qui va faire cette soirée du côté de la Mutualité. Oui, il est déjà arrivé, hein, Benoît Hamon, il y a 1 heure maintenant. Il est en coulisses dans sa loge avec son état-major de campagne autour de la table. Ses deux co-directeurs de campagne, Mathieu Notin, Jean-Marc Jamin, mais aussi ses porte-paroles. Hein. C'est là que Benoît Hamon va apprendre et connaître les tout premiers résultats, les analyser évidemment. Ici, tout le monde l'attend, que ce soit d'abord les 330 journalistes accrédités ce soir dans un tiers de la presse étrangère. Il y a évidemment beaucoup de monde aussi chez les militants. Il y a environ 150 militants, vous le voyez, qui attendent évidemment l'arrivée de Benoît Hamon. Et on va se frayer un petit chemin, Alain, suivez-moi, pour aller tout près de la scène. C'est là que Benoît Hamon va prendre la parole. Assez tôt, me dit-on, dans son entourage, il devrait prendre la parole dès que les résultats seront connus. Et vous regardez, ça va se passer juste ici. Attention madame, on va montrer l'image en direct, cette tribune avec un fond rouge de Benoît Hamon et les deux drapeaux évidemment, le drapeau français et le drapeau européen. Et selon mes informations, Benoît Hamon a déjà écrit son discours qui tiendra ici ce soir. C'est lui-même qui l'a écrit. Voilà, donc là, c'est ce podium, ce pupitre où Benoît Hamon prononcera son allocution ce soir. Assez rapidement, nous dit donc Thomas Soulier. Nous allons maintenant nous retourner du côté du quartier général de Nicolas Dupont-Aignan. Nous retrouvons Sandra Boulanger en direct pour BFM TV. Sandra. Nicolas Dupont-Aignan qui est arrivé à son QG aux alentours de 19h, QG qui se trouve à quelques dizaines de mètres de l'Assemblée nationale, près des Invalides, au cœur de Paris. Il a été le premier des 11 candidats à voter ce matin à Hyères, la ville dont il est maire depuis 21 ans. Ensuite, il a passé un peu de temps en famille. Il
est allé à la piscine, nous a-t-on dit, et il va patienter ici pour voir les résultats avec son équipe restreinte. Ensuite, eh bien, il a d'ores et déjà annoncé, il ne participera pas à des émissions, mais il fera une déclaration aux alentours de 21h. Donc nous serons bien sûr à écouter la déclaration de Nicolas Dupont-Aignan. Une image encore à vous donner, à vous montrer, c'est celle du dépouillement, bureau de vote, puisque certains ont fermé à 19h. Et vous le voyez là, on est en train d'ouvrir les enveloppes et puis on va commencer les décomptes des bulletins. Et puis pour les grandes villes, ça fermera bien sûr à 20h. Justement, nous allons voir cette France qui vote du côté de Julie Guillot. Nous sommes dans le 15e arrondissement, mairie du 15e arrondissement avec vous Julie. Oui, et les électeurs continuent d'arriver puisque les bureaux de vote fermeront ici à 20h. 3 bureaux de vote rassemblés dans cette belle salle des fêtes de la mairie du 15e arrondissement. Pour 2 d'entre eux, nous sommes à peu près dans la moyenne nationale au niveau de la participation. Un bureau fait figure d'exception avec plus de 97% de participation, ce qui est donc exceptionnel et pas du tout représentatif de la moyenne nationale, mais il faut le souligner. La plupart des électeurs que nous rencontrons ici nous disent venir voter, parce que c'est leur devoir de citoyen, que c'est une évidence et qu'il n'y avait pas d'autre choix possible aujourd'hui. Pour ce qui est du choix du candidat, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Et puis nous avons vu Nathalie qui, elle, s'est décidée à 17h. Elle avait prévu depuis des semaines de ne pas venir voter. Et puis finalement, au dernier moment, un petit remords, l'envie quand même d'avoir donné sa voix dans cette élection. Elle est venue peu après 17h voter ici. Et donc ça continue d'arriver tout doucement jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h, et 20h, ce sera le moment de la première estimation. Et c'est vrai, Christophe Barbier, que les Français ont été sollicités pour les votes primaires de la gauche, primaires de la droite, et puis maintenant l'élection présidentielle. Et ensuite, il y aura bien sûr les élections législatives. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont sollicités pour leur devoir citoyen. Oui, mais ils répondent au rendez-vous, et c'est très bien, parce que d'abord, ça les a passionnés, ce feuilleton politique. Ensuite, ils ont conscience de l'importance de l'enjeu, importance nationale. On sait bien que le prochain quinquennat est un quinquennat décisif pour le pays. C'est le quinquennat des vrais choix, des vraies réformes, ou alors peut-être d'un déclin définitif. Et puis il y a eu toute une ambiance internationale avec notamment le risque terroriste qui a donné à la mobilisation démocratique une force symbolique supplémentaire. Donc cette réponse des Français, elle est formidable. Elle est insuffisante néanmoins. 80, on aurait pu faire mieux, approcher les 85 comme en 2007, comme ça avait été le cas en 65 lors de la première élection au suffrage universel ou au premier tour de 74. Peut-être que les Français devraient réfléchir à un mode de vote obligatoire qui permettrait de reconnaître aussi le vote blanc comme vote exprimé. Enfin bref, continuer à raffermir tout le protocole démocratique qui fait qu'aujourd'hui 37 millions d'entre nous ont accompli le même geste. C'est un formidable cérémonial, un geste qui met à égalité les riches, les pauvres, les jeunes, les moins jeunes. Ça, c'est formidable. Et on peut espérer que le président, quel qu'il soit dans 15 jours, puisse s'appuyer sur cette légitimité pour réformer le pays. Et dans 35 minutes maintenant, première estimation de ce premier tour de l'élection présidentielle en direct sur BFM TV, la chaîne de la présidentielle. Une demi-heure pour encore faire le tour des quartiers généraux, retourner prendre le pouls de cette France qui continue de voter, écouter les analyses aussi de nos différents éditorialistes concernant l'état d'esprit et l'enjeu pour tous ces candidats. Et une image en direct dans cette soirée électorale qui ne fait que commencer, celle de Jean-Luc Mélenchon qui arrive dans ce café-bar du 10e arrondissement parisien. C'est la cohue autour du candidat de la France Insoumise, Anne-Sora Dubois. Absolument, Jean-Luc Mélenchon était reclus depuis quelques minutes. Longue minute, presque une heure en fait, avec ses principaux lieutenants, et il est ressorti de ce quartier général pour aller saluer ses militants qui l'attendent dehors. Ça, ce sont les militants qui n'ont pas pu rentrer dans cette soirée électorale qui est déjà très remplie. Vous le voyez, tous ces militants qui l'attendent dehors. La rue a été totalement bloquée pour leur permettre justement de voir Jean-Luc Mélenchon qui est donc ressorti par cette porte qui a été évidemment acclamée par ses militants. Ici, ce sont les Toursons qui vont leur permettre d'écouter la déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est re-rentré dans son quartier général. Il ne va peut-être pas y rester dans cette soirée électorale, il ne va peut-être pas rester très longtemps au milieu du café. Il va re-rentrer rapidement sans doute dans la salle où il est toujours en train de suivre la remontée des résultats, parce que ce n'est que lorsqu'il aura eu les toutes premières estimations qu'il sortira pour faire sa déclaration. On n'a toujours pas d'heure de sa déclaration parce que ça va dépendre évidemment des résultats justement, mais Jean-Luc Mélenchon a profité de ces quelques
quelques minutes avant les résultats pour aller saluer ces militants, ces sympathisants que vous voyez juste ici, qui sont à l'extérieur de ce quartier général. Anne-Sora Dubois, donc autour du quartier général de Jean-Luc Mélenchon. Jérémy Trottin, lui, nous attend là où va se dérouler la soirée de Emmanuel Macron, le candidat En Marche. Jérémy Trottin, avec là aussi une soirée qui est d'ores et déjà calibrée, parfaitement organisée. Oui, je peux vous dire que les équipes d'Emmanuel Macron ont vu les choses en grand ce soir pour cette soirée militante. Elles ont loué un hall de la porte de Versailles de plusieurs milliers de mètres carrés. Il faut dire que l'affluence est forte déjà à cette heure, notamment en termes de journalistes. 1100 journalistes ont été accrédités, 500 journalistes français, 600 membres de la presse étrangère. C'est vous dire à quel point cette campagne a également intéressé, et ce, au-delà des frontières de l'Hexagone. Et puis il y a, comme vous le voyez derrière moi, ces centaines de militants qui sont venus déjà avec un certain nombre de drapeaux, des drapeaux français, des drapeaux américains qu'ils agitent par moments ici dans l'espoir de voir leur candidat bien sûr faire le meilleur score ce soir. En quelque sorte ici c'est une soirée calquée sur les soirées électorales américaines qui a été organisée. Emmanuel Macron est lui en ce moment même à son quartier général de campagne, bien sûr en train de préparer sans doute son discours qu'il prononcera ici lorsque les résultats seront consolidés, sans doute aux alentours de 21h. Ah, donc 15e arrondissement, Jérémy Trottin, quartier général d'Emmanuel Macron, le nord de la France, Hénin-Beaumont. Agathe Lambré pour voir comment aussi cette soirée va s'organiser autour de Marine Le Pen, déjà sur place depuis un bon moment maintenant, hein, la candidate du Front National. Et oui, Marine Le Pen qui est en loge pour l'instant, elle viendra un peu plus tard. Hein, l'heure de sa prise de parole n'est pas annoncée. Ce que je peux vous dire, c'est que cette salle, François Mitterrand, la candidate, la connaît bien. C'est là qu'elle avait réuni ses troupes déjà pour les régionales de 2015. Mais ce soir, la mise en scène est particulièrement soignée. Je vais vous montrer sur ces images de Thomas Boutin. 7 écrans géants ont été installés pour suivre les résultats. Des écrans qui encadrent le pupitre sur lequel Marine Le Pen prononcera son discours un peu plus tard. La candidate qui a réfléchi à plusieurs hypothèses de discours selon les résultats. Il y a aussi de nombreux buffets pour sustenter les militants et les nombreux journalistes présents. Il y a plus de journalistes que de militants pour l'instant. 650 médias français et étrangers ont été accrédités. Regardez cette estrade assez impressionnante sur laquelle fourmillent déjà les journalistes. À l'extérieur, un dispositif de sécurité non moins impressionnant. Il a fallu patienter pour entrer une centaine de DPS, le service d'ordre du FN, des policiers, mais aussi des cars de CRS, en attendant la candidate qui s'exprimera ici devant ses troupes après les résultats. Nous sommes passés par le quartier général de Jean-Luc Mélenchon, celui de Marine Le Pen, celui d'Emmanuel Macron. On manque à l'appel, tout du moins en ce qui concerne les favoris, manque à l'appel celui de François Fillon, pardon, où nous retrouvons Jérémy Brossard en direct pour BFM TV. Tout à l'heure, c'était la cohue, la confusion autour de l'arrivée de l'ancien Premier ministre. Est-il sur place maintenant ? Oui, il est arrivé sur place, François Fillon, mais il n'est pas arrivé par l'entrée principale, là où tous les journalistes l'attendaient. Il est arrivé par une entrée dérobée. En tout cas, il a rejoint son bureau au 5e étage de son QG ici, où l'attendent de nombreux soutiens qui sont arrivés pendant cette heure qui s'est écoulée. Christian Jacob, par exemple, Nathalie Kosciusko-Morizet ou encore Gérard Larcher. Il retrouve ses troupes et il attend donc les remontées des résultats. Il redescendra uniquement une fois que les résultats seront connus pour prendre la parole publiquement devant les caméras et devant les Français, évidemment. Il est au 5e étage, François Fillon. Nous sommes ici au 2e étage. C'est une ruche, mais une ruche médiatique. Essentiellement, il y a près de 800 personnes accréditées, des journalistes, des techniciens et finalement assez peu de militants. Ici, il y a une centaine de militants, nous dit-on. Alors sans doute parce qu'il y a beaucoup de journalistes et qu'on ne peut pas complètement pousser les murs. En tout cas, on se retrouve clairement entre journalistes ici à attendre, très peu de militants ici au QG de François Fillon, donc pour l'attente de ces résultats ici à Paris. Jérémy Brossard en direct pour BFM TV. Bernard Sananès, dans 25 minutes, on aura cette première estimation du premier tour de l'élection présidentielle. La campagne a tourné autour de 4 personnalités.
On vient de faire le tour de leurs quartiers généraux. Il ne devrait pas y avoir de surprise. Et peut-être 2 finalistes tout à l'heure, dans 25 minutes, seront issus de cette bande des 4. C'est pas péjoratif ce que je dis, Bernard Sananès. La règle électorale, Alain, fait que je ne peux évidemment rien vous dire, mais on le sait, dans les derniers jours, il y avait une polarisation autour de ces 4 candidats qui ont fait incontestablement la course en tête. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que dans les dernières études, on voyait bien que l'écart s'était resserré. Dans le dernier étude ELAB pour BFM TV et l'Express, l'écart n'avait jamais été aussi serré entre le premier et le quatrième. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer pendant ces 3 derniers jours? Est-ce qu'il y a pu y avoir une polarisation autour de un candidat ou de 2? Est-ce qu'au contraire, il y a pu y avoir encore un resserrement des écarts? Eh bien ça, il faut attendre encore 25 minutes pour le savoir et pour projeter peut-être la photo des 2 finalistes. Sachant que pour la première fois aussi, ces candidats, pour certains, sont issus des primaires et ils ont débattu à 11, ça a été le seul débat à 11, sur BFM TV avant un premier tour de l'élection présidentielle, Hervé Gattegno. Oui, c'était l'une des innovations de cette campagne présidentielle. On sait qu'il y avait aussi une spécificité dans cette campagne, c'est que le président de la République sortant n'était pas là pour se représenter et personne dans cette campagne n'était vraiment là pour défendre son bilan. On a vu les Français se passionner pour cette nouvelle façon de faire campagne. On l'a rappelé tout à l'heure, mais les 2 primaires, bien sûr, principalement celle de la droite qui était poussée par une envie d'alternance, mais aussi dans une moindre mesure la primaire de la gauche, ont attiré beaucoup d'électeurs. Il y a eu tout au long de cette campagne beaucoup d'intérêt et parfois cet intérêt était à la mesure de la déception et du désarroi qui était provoqué par les candidats eux-mêmes. J'ai parlé tout à l'heure de cette période un peu malsaine, un peu étrange, durant laquelle la campagne électorale s'est focalisée sur les affaires, mais au total, ces débats, ces confrontations originales, y compris sur BFM TV, qui ont attiré énormément de spectateurs, ces confrontations originales, cette nouvelle façon de faire la campagne présidentielle et de mettre en scène le débat politique dans ce qui reste l'élection reine pour les Français, tout cela a intéressé les Français. On le mesure avec le taux de participation aujourd'hui et probablement que tout cela a aidé les Français à se faire une opinion entre des lignes politiques et des personnages politiques qui sont particulièrement bien différenciés et qui incarnent des tendances politiques parfois nouvelles, parfois anciennes, mais en tout état de cause, toujours renouvelées dans la façon dont elles se sont présentées aux Français. Les Français voulaient du changement. À partir de ce soir, dans quelques minutes, il va de toute façon y avoir des changements importants. Madame Cabana. Oui, il faut le dire, ça a quand même été une élection, une campagne véritablement passionnante, troublante, avec des ascensions spectaculaires. On pense à la qualification de Fillon à la primaire, qui était la surprise du chef, si vous voulez. Puis ensuite, l'inverse, c'est-à-dire que de façon fulgurante aussi, cette chute de François Fillon, la percée de Mélenchon dans la dernière ligne droite de la campagne. Si vous voulez, il y a véritablement la fulgurance Macron, le phénomène Macron. Ça, on peut en dire ce qu'on veut, mais je veux dire, c'est parfaitement inédit. Donc, si vous voulez, tous ces ingrédients font de cette campagne quelque chose de véritablement inédit, inouï, passionnant et, je vous dis, éminemment troublant. C'est pour ça qu'on attend, en effet, avec impatience d'avoir la photo des 2 finalistes. Sachant que la très grande majorité des bureaux de vote ont fermé à 19h, que dans les principaux centres urbains, dans les grandes villes, les grandes métropoles, les bureaux de vote fermeront à 20h, donc dans 21 minutes maintenant. Prenons l'exemple de Nice, où nous retrouvons Laetitia Soudy en direct pour BFM TV, parce que Laetitia, justement, à Nice, on continue de voter. Oui, tout à fait. À Nice, comme dans 15 autres grandes villes des Alpes-Maritimes, eh bien, les bureaux de vote ferment à 20h. Et vous le voyez derrière moi, eh bien, il y a toujours des personnes qui viennent glisser leur bulletin dans l'urne, même si, bien sûr, le bureau de vote est bien plus vide que ce matin, parce que c'est vraiment ce matin que les électeurs des Alpes-Maritimes ont voté. Les responsables du bureau de vote nous l'ont dit, entre 8h et 13h30, on n'a pas eu le temps de lever le nez. C'était une file d'attente constante et ça s'est vu dans les résultats, puisqu'à midi, eh bien, les Alpes-Maritimes faisaient figure de bon élève avec la 9e place, en 9e position des départements qui avaient le mieux voté. Et puis cet après-midi, ça s'est un peu tassé. Et à 17h, lors du dernier chiffre de participation, ils étaient tombés à la 59e position avec 69,06%
de participation. C'est globalement dans la moyenne nationale. Bon, c'est un petit peu moins important qu'il y a 5 ans lors de la même élection présidentielle. Alors, on va voir plus tard dans la soirée avec les chiffres définitifs du taux de participation si les électeurs des Alpes-Maritimes ont voté jusqu'à 20h. Laetitia Soudi, donc du côté de Nice, dans les Alpes-Maritimes, où l'on continue de voter jusqu'à 20h. On vote aussi à Ivry-sur-Seine, où nous retrouvons Igor Saïri en direct pour BFM TV. Igor. Clairement, ici, on s'achemine vers une participation relativement forte, en tout cas plus forte qu'en 2012. Dans ce bureau précisément où je me trouve, on est à 85% de participation. C'est 3 points de plus qu'il y a 5 ans. Et d'ailleurs, ces chiffres se confirment déjà à 18h au niveau de la ville d'Ivry, d'Ivry-sur-Seine. Sur l'ensemble, on était à 75,6%, alors qu'en 2012, on était à 68,9%. La différence est encore plus marquée dans ce bureau où on était à 78% à 18h tout à l'heure. On était à 61% il y a 5 ans. Il reste encore quelques minutes des derniers retardataires que vous voyez avec les images de Sébastien Savoie. On peut effectivement encore voter ici jusqu'à 20h en attendant les résultats dans les prochaines minutes avec une salle ouverte au premier étage aux électeurs, aux citoyens qui veulent participer après, pourquoi pas au dépouillement. J'ai rencontré une dame qui a voté tout à l'heure et qui veut participer à ce dépouillement. En tout cas, ça s'inscrit avec une différence avec le département du Val-de-Marne qui historiquement vote beaucoup plus bas que dans le reste de la France. Le chiffre de 17h était estimé aux alentours de 62% de participation, ce qui faisait de ce département le 4e plus bas score au niveau national. Igor Saïri à Ivry-sur-Seine pour BFM TV. Ruth Elkrief. Non, c'est vrai que cette campagne dont on va voir l'épilogue, en tout cas une première réponse et une première issue, la fin du premier acte, dans quelques instants, effectivement, a vu effectivement une forme de décomposition qu'on a beaucoup commenté, des clivages nouveaux qui sont apparus. Le clivage droite-gauche a été battu en brèche. On a vu le clivage protectionnisme-ouverture, Europe, non-Europe, euro, non-euro. On a vu les clivages sociologiques aussi, les métropoles, peut-être ruralité, périurbain. On a une implosion en quelque sorte quand même du paysage habituel. Les partis qui ont dominé la vie politique depuis les 30 dernières années, qui aujourd'hui vont voir leur sort scellé. On va voir de quelle façon. Est-ce qu'ils seront au deuxième tour? De quelle façon sont-ils représentés? Ou alors est-ce que ce sont des candidats hors parti traditionnel? Donc cette campagne, elle a marqué peut-être la fin d'un cycle, on va voir. Pas encore le début d'un nouveau cycle, c'est ce qu'on va voir et ce qui se déterminera au deuxième tour et ensuite pour les législatives. Est-ce que c'est une nouvelle époque? Est-ce que c'est la fin d'une forme de 5e République? Beaucoup ont parlé de 6e République, oui ou non? Est-ce que par les partis traditionnels, on gardera le régime sous la forme habituelle? Tout ça est en jeu maintenant et la réponse va être donnée à partir de 20h avec les 2 finalistes qu'on va avoir. Et c'est vrai que je pense que c'est une des élections les plus importantes depuis la création de la 5e République. Quels que soient ceux qui seront qualifiés ce soir, cela induira forcément pour les autres, et même ceux qui sortiront ce soir en tête, cela induira une refondation de la vie politique et des partis politiques. C'est inévitable. Absolument. On a vu cela à l'œuvre pendant cette campagne. On a vu les primaires, on a vu l'émergence de candidats qui ne sortaient pas des partis dominants. On a vu les fulgurances, comme le disait Anna, les percées des uns et des autres. On voit un électorat qui ne se décide pas, mais qui en même temps se passionne. Donc on voit des profils atypiques, des gens comme Emmanuel Macron qui a surgi et qui fait son trou entre guillemets en un an à peine. Bon, donc tout est bouleversé et dans un quart d'heure maintenant, on va savoir qui sera choisi, lesquels seront choisis pour le deuxième tour et lesquels représenteront la France d'aujourd'hui, la France de 2017. Et c'est très très fondamental. Et il est possible que ça ne corresponde pas à ce qui était le cas jusqu'à présent ou au contraire, ça sera confirmé. Il y a un enjeu absolument gigantesque à cette heure-ci. D'autant que les élections législatives suivront bien sûr. Mathieu Coach au quartier général d'Emmanuel Macron, on a préparé la soirée où l'on attend avec impatience maintenant d'être plus vieux d'un quart d'heure, si je puis dire.
Exactement, Emmanuel Macron qui serait, selon les dernières informations que j'ai pu obtenir, seul dans son bureau au 6e étage de ce quartier général pour finir son discours. Au même étage avec lui, son épouse Brigitte, les enfants de Brigitte également. Dernier moment d'intimité pour cette famille qui est restée très soudée pendant cette campagne. À un autre étage de ce quartier général, une cinquantaine de proches et de soutiens, certains qui commencent à quitter d'ailleurs ce QG pour se rendre sur les plateaux de télévision. Parmi les personnalités que l'on a pu voir ici, Richard Ferrand, le secrétaire général du Mouvement En Marche, Gérard Collomb, le maire de Lyon, François Bayrou également, Marielle de Sarnez, Corinne Lepage, Barbara Pompili ou encore l'avocat Jean-Pierre Mignard, proche de François Hollande. Alors voilà comment va se dérouler la suite. Maintenant, Emmanuel Macron prendra connaissance des résultats définitifs ici à son quartier général. Une fois que les résultats seront sans équivoque, eh bien il se rendra porte de Versailles à quelques minutes d'ici pour s'exprimer devant des sympathisants, des militants qui sont réunis dans un gigantesque hall du parc des expositions. Emmanuel Macron qui a vu les choses en grand pour cette soirée. Si tout se passe comme prévu, eh bien sa prise de parole est prévue aux alentours de 21h. Emmanuel Macron qui nous a tout de même habitués pendant cette campagne à un peu de retard. On verra ça tout à l'heure. À tout à l'heure, Mathieu Coche en direct pour BFM TV. C'est vrai que l'attention s'est focalisée autour de ce qu'on a appelé les gros candidats. Et certains ont protesté, on peut les comprendre, d'où l'intérêt du seul débat qu'il y a eu dans cette campagne présidentielle sur BFM TV, du débat à 11. Et il sera intéressant de voir le poids électoral dans l'entre-deux tours de ceux que l'on appelle donc, ou l'on a appelé donc, les petits candidats, Hervé Gattegno. Oui, alors comme ils n'aiment pas qu'on les appelle les petits candidats, on ne donnera pas leur nom, mais tout le monde les aura reconnus. Ils ont en effet chacun une part importante à jouer. D'abord, c'est le jeu démocratique et présidentiel normal. Donc ils ont fait partie de cette campagne. Il y a eu bien sûr le débat, vous l'avez rappelé, sur BFM TV. Il y a eu aussi les règles qui font que dans la dernière partie de la campagne, il y a une égalité stricte du temps de parole entre tous les candidats, les gros et les moins gros. Et bien sûr que dans l'entre-deux tours, en fonction du score que chacun d'entre eux aura réussi, eh bien, il y aura des discussions, peut-être même des tractations avec les candidats, avec les deux candidats qui seront, eux, qualifiés. Dans un certain nombre de cas, ça peut avoir un intérêt. Il est possible que certains de ces petits candidats soient un peu moins petits que d'autres, qu'ils aient donc pris des voix à des candidats qui étaient considérés comme importants et que ça puisse leur avoir coûté cher à ces grands candidats. Et puis, il peut y avoir des candidats qui vont vouloir monnayer, si je peux utiliser ce terme, les voix qu'ils auront recueillies ce soir pour compter dans un entre-deux tours hypothétique. On est en pleine phase de renouvellement de la vie politique, on l'a dit. Il y aura probablement des formes de recomposition qui vont s'engager, quel que soit le résultat de ce soir. Eh bien, dans cet entre-deux tours et dans ce début de recomposition, certains de ces petits candidats, comme vous l'avez dit Alain, peuvent espérer jouer une carte. Alors prenons le pouls justement de ce début de soirée électorale dans les quartiers généraux, Hénin-Beaumont, le nord de la France. Marine Le Pen y est avec ses partisans, avec ses soutiens. Dans 12 minutes maintenant, ils sauront tous quelle est l'estimation de leur score. Néla Latrousse, vous êtes sur place pour BFM TV. On est à, donc, je le disais, 12 minutes maintenant. On commence à voir quelques drapeaux, ce qui ne présage en rien de ce qui va se passer dans 12 minutes, bien sûr. Et Marine Le Pen est avec ses soutiens dans son bureau. Marine Le Pen, elle est arrivée il y a tout juste une heure. Elle est en loge avec autour d'elle ses soutiens, mais j'ai envie de vous dire, ses soutiens les plus fidèles, dont sa mère, ses filles notamment. Elle est arrivée en voiture, en trombe, escortée par des motards. Pendant ces tout derniers instants, eh bien, elle met la dernière main, la dernière touche au discours qu'elle aura prononcé une fois qu'elle aura pris connaissance des résultats officiels à 20h. Elle prononcera ce discours derrière moi sur la scène. Et effectivement, des drapeaux ont d'ores et déjà été distribués aux partisans pour accompagner ce discours. Ces lieutenants les plus médiatiques sont dans cet espace de ce gymnase François Mitterrand où elle organise sa soirée électorale. Ils répondent à la presse écrite et à la presse étrangère, pas à la presse française, télé ou radio, parce qu'on rappelle les règles du CSA. Aucune parole politique avant 20h, aucun chiffre, aucune estimation, sauf un qu'on peut commenter, celui de la participation, et notamment de la participation départementale, 69,75% à 17h dans le Pas-de-Calais. Un autre chiffre dont les équipes des candidats ont pu avoir connaissance, notamment
notamment les équipes de Marine Le Pen, c'est celui des bureaux où le vote est clos, chiffre qu'on ne peut pas donner. Cela concerne les Outre-mer, cela concerne aussi les bureaux consulaires à l'étranger. Si cela ne donne pas évidemment d'indications sur l'issue du scrutin, cela peut permettre d'envisager, d'apercevoir, de commenter une dynamique par rapport à 2012, et c'est ce à quoi s'attachent tous les soutiens de Marine Le Pen présents dans cette salle, à commenter ces chiffres-là, qui nous disent tous qu'ils attendent aussi avec impatience l'issue du scrutin dans désormais 11 minutes. 11 minutes, première estimation sur BFM TV. Néla Latrousse, Hénin Beaumont, quartier général de Jean-Luc Mélenchon. Camille Langlade y est sur place pour BFM TV. On parlait tout à l'heure de l'effervescence qui commençait à régner justement dans ce café du 10e arrondissement. Et c'est toujours le cas, Camille ? Oui, absolument, parce que Jean-Luc Mélenchon l'a fait monter cette fièvre ici dans ce bar du 10e arrondissement. Il a fait sensation avec une apparition surprise il y a quelques minutes dans cette rue qui est bouclée pour des raisons de sécurité. Il a salué longuement les militants. Jean-Luc Mélenchon qui est apparu et s'est affiché souriant, détendu. Les militants lui ont répondu résistance, résistance, le cri de la France insoumise dans cette campagne. Et Jean-Luc Mélenchon a donc pris le temps de traverser cette foule ici dans ce bar, cette foule qui commence à être compacte, vous pouvez le voir sur ces images, et donc qui attend le discours de Jean-Luc Mélenchon. Il devrait s'exprimer aux alentours, nous indique son entourage, avec beaucoup de précautions, aux alentours de 21h. Pour l'heure, il s'est enfermé à nouveau avec son équipe restreinte. On a vu son directeur de campagne, Manuel Bompard. On a vu aussi son porte-parole, Alexis Corbière, qui est vite parti pour commenter les premiers résultats sur les plateaux de télévision, sa conseillère en communication Sophia Chikirou, et quelques soutiens comme le psychanalyste médiatique Gérard Miller. Jean-Luc Mélenchon donc, qui est à l'heure où je vous parle enfermé avec ses lieutenants pour découvrir ses premiers résultats. Camille Langlade, donc dans le 10e arrondissement, le café où donc Jean-Luc Mélenchon va passer sa soirée électorale. Rappelons aussi le contexte particulier de cette élection présidentielle, c'est-à-dire qu'on a un président sortant qui ne s'est pas représenté. On peut penser à lui d'ailleurs, François Hollande, il est à l'Elysée, là il est comme nous, il attend les résultats, il voit remonter des chiffres, des choses. Ça ne l'a pas empêché il y a quelques minutes d'envoyer son agenda pour la semaine, un agenda très banal avec ses rencontres habituelles avec les ministres, le Conseil des ministres. Il a juste oublié une chose, c'est que probablement il a prévu de parler demain pour dire quel est son choix entre les deux candidats finalistes. Donc ça sera quand même un événement de cette campagne. Mais c'est vrai que Hollande qui ne se représente pas, c'est une campagne sans bilan. On ne se prononce pas en étant contre le bilan, donc on vote pour l'opposition ou pour le bilan, et on a la continuité. Et c'est une première, puisqu'en 2007, malgré la rupture, Sarkozy continuait malgré tout Chirac, il continuait la droite au pouvoir, et en 2012, il a essayé de garder son poste. Et cette semaine, la semaine dernière sur BFM TV, on a évoqué cette petite phrase de François Hollande qui a dit « Quel que soit mon successeur, je lui conseille de ne pas se livrer à une entreprise de démolition de ce qui a été fait durant mon quinquennat. » Et il l'a dit, je laisse la France en meilleur état que ce que je ne l'ai prise en 2012. D'abord, François Hollande n'était pas candidat, mais il s'est beaucoup exprimé ces dernières semaines, en fait, clairement. Il a beaucoup défendu l'ouverture contre le protectionnisme, il s'est inquiété des extrémismes, il a lancé de nombreux messages sans se prononcer clairement, mais on voyait un peu quand même où il n'était pas. Ensuite, effectivement, il a voulu en quelque sorte tracer son propre bilan, puisque comme le disait Christophe, aucun candidat ne le faisait clairement. Tout comme Bernard Cazeneuve, lorsque sur le terrorisme, vendredi, il a défendu les lois qui sont passées et il a attaqué certains des candidats. Donc c'est vrai que c'est une campagne très spéciale avec cette absence de candidats qui peut développer un bilan, rappeler les différentes lois votées les dernières années, donner des chiffres. Et donc François Hollande, il l'a fait lui-même en quelque sorte par ces déclarations que vous évoquez, Alain. C'est-à-dire je laisse un pays en meilleur état et il ne faut pas démolir ce qu'on a fait. Entre parenthèses, il l'avait fait quand même pendant la première année. Il avait démoli quelques petites choses qu'avait réalisé Nicolas Sarkozy. C'est un euphémisme. Anna Cabana. Mais ce qui est intéressant, il faut quand même le dire, c'est que le 1er décembre, quand François Hollande fait cette déclaration par laquelle il annonce qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession, eh bien, à ce moment-là, il fait vœu de silence. François Hollande, c'est ce que nous expliquent ses conseillers, ce qu'il dit à tous ceux avec qui il discute, c'est qu'il ne prendra pas position, qu'il se taira et qu'il va, si vous voulez, revaloriser sa parole en nous imposant un immense silence au sommet de l'État. Or, il n'a pas tenu ce silence pour une raison, et une seule raison,
c'est la percée de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages de fin de campagne, l'ont terrorisé. C'est-à-dire que là, si vous voulez, tout mais pas ça, parce qu'il ne s'y attendait pas, et à ce moment-là, il a rompu ce silence pour faire savoir qu'il était contre les extrémismes. Donc, évidemment, Marine Le Pen, mais ça, on le savait déjà, Jean-Luc Mélenchon aussi. Et donc, si vous voulez, c'était... Ce n'est pas ma gauche qui est appelée à prendre les affaires en main. C'était la phrase de François Hollande. Rappelons qu'il y a une inimitié forte aussi entre les deux hommes, François Hollande et Jean-Luc Mélenchon. De pédalo. Souvenez-vous de cette expression de Jean-Luc Mélenchon à l'endroit de François Hollande. Non, mais évidemment, l'inimitié est totale, mais surtout... Et Jean-Luc Mélenchon évolue au sein de la famille socialiste. C'est toujours bon de le rappeler. Ils se connaissent mieux que bien et ils se détestent. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est que très clairement, François Hollande, dans cette fin de campagne, a laissé entendre que ses faveurs allaient à Emmanuel Macron. Et ça, si vous voulez, politiquement, c'est extrêmement lourd dans la mesure où Emmanuel Macron, comme on le sait tous, n'était pas le candidat officiel de la famille socialiste, n'était pas le vainqueur de la primaire. Et donc, François Hollande est sorti de sa réserve. Et c'est important de le dire. Il n'était pas sûr que ça ait forcément rendu service à Emmanuel Macron. D'ailleurs, il n'a pas apprécié Emmanuel Macron. Au moment où François Hollande a prononcé cette petite phrase, c'était précisément le moment où la droite essayait d'installer dans l'opinion l'idée selon laquelle Emmanuel Macron était en réalité l'héritier caché de François Hollande. Et alors, puisqu'on parle du bilan de François Hollande a essayé, comme l'a dit Ruth, de défendre son bilan à l'échelle du pays. Je rends le pays en meilleur état que je ne l'ai trouvé. Mais que dire de son bilan politique pour sa famille politique, car François Hollande ne rend pas, si j'ose dire, les clés de sa famille politique dans l'état dans lequel il l'avait trouvé, ni dans l'état dans lequel le Parti socialiste a été sous la Ve République à de nombreuses reprises. Aujourd'hui, c'est une gauche quand même très largement divisée, et d'une certaine façon, l'absence de François Hollande dans cette compétition présidentielle aura en quelque sorte déverrouillé le débat à gauche. On a vu une heure de vérité à gauche, une heure de vérité qui arrive finalement à gauche, se disputer le pouvoir. Alors attendez, puisque nous parlons de François Hollande, puisque nous parlons de sa famille politique, c'est-à-dire le Parti socialiste, le candidat qui est issu de cette primaire, qui avait été préparé pour François Hollande, il s'agit de Benoît Hamon. Donc nous allons retrouver tout de suite Thomas Soulier en direct pour BFM TV, parce que on suivra aussi le résultat ce soir, l'estimation du résultat au fil de la soirée de Benoît Hamon, et bien sûr sa prise de parole, Thomas. Oui, une prise de parole qui pourrait arriver assez rapidement, Alain, dès que les résultats seront communiqués. C'est ce que me disait son entourage. Autre information, le discours, il est déjà écrit, et c'est lui-même, Benoît Hamon, qui a écrit cet après-midi ce discours très attendu. Il le prononcera, ce discours, juste derrière moi. Vous le voyez, avec ce fond rouge, ces deux drapeaux, le drapeau français et le drapeau européen. Il y a actuellement près de 200 militants ici. Je peux vous le dire, il y a beaucoup de tension. Thomas Soulier, donc, au quartier général de Benoît Hamon pour cette soirée électorale en direct pour BFM TV. Les éditorialistes, tout le monde se met en place. Nous sommes à 2 minutes 30 maintenant de la première estimation de ce premier tour de l'élection présidentielle dont nous avons rappelé, bien sûr, ce soir, le contexte particulier. Contexte particulier parce que le président sortant ne s'est pas représenté, bien sûr, parce que nous avons été dans un contexte aussi de climat terroriste. Nous avons eu les affaires, bien sûr, qui ont concerné François Fillon. Parfois, certains ont dit même une hystérisation, d'ailleurs, du débat politique. Thierry Arnaud pour en arriver ce soir, dans 2 minutes maintenant, à cette estimation de premier tour, après une fin de campagne. C'est terminé donc vendredi soir à minuit, comme veut la tradition. On n'a jamais connu sous la Ve République 3 choses essentielles à en retenir. L'incertitude qui aura duré jusqu'au bout. Alain, on est à moins de 2 minutes maintenant de l'annonce d'une première estimation, et elle est encore pleine d'incertitudes. Deuxième facteur très important, il y a eu une participation finalement qui était pas si en dessous de cela que les élections précédentes, et ça montre l'importance de ces élections des enjeux. Les Français ont perçu l'importance des enjeux, de ce qui se jouait, de la place de la France en Europe, de la politique économique, de beaucoup de choses, l'incertitude, les enjeux. Troisième aspect très important de cette élection, le renouvellement. Il y avait une aspiration au renouvellement. Au fond, le premier message que nous ont fait passer les Français dès qu'on les a interrogés sur cette campagne de 2017, c'est qu'ils ne voulaient pas d'un match retour entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Ils ne l'auront pas, et la moitié des candidats à l'élection présidentielle à ce premier tour sont des candidats qui se présentaient pour la première fois. Incertitude, renouvellement et les enjeux.